Je suis là pour vous parler d'un dispositif expérimental que j'ai monté pour mes cours. Alors pour ça, il faut que je vous dise donc que j'enseigne la statistique, donc les mathématiques appliquées, que je le fais essentiellement au master, que j'ai été responsable de master pendant 12 ans, d'un master qui s'appelait Mathématiques de l'information et de la décision. C'est stats et data science, hein. Et que c'est une vie extrêmement intéressante, riche, palpitante, dans laquelle on est constamment confronté à l'échec. Alors, l'échec. Alors, au début, on dit oui, c'est l'échec des étudiants. Et puis, au bout d'un certain moment, on dit non, quand on est statisticien, la loi des grands nombres, c'est tout le temps l'échec des étudiants. Quelque part, le seul facteur qui ne change pas, c'est moi. Dans la salle. Donc, on cherche la régularité, on se dit. Pourtant, on disait, ouais, non, mais vos cours, ils sont bien, vous expliquez bien, etc. Mais je dis, non, mais il y a un problème, parce qu'on est confronté au fait très, très prégnant en data science qu'avec les chiffres, les étudiants qui sont formés à Bac+5 pour commenter des chiffres disent n'importe quoi. Encore plus que les ministres et les journalistes. Bon, non, pas plus, j'exagère. C'est impossible. C'est impossible. Mais ils arrivent à dire n'importe quoi avec derrière des méthodes scientifiques qui sont très impressionnantes. J'ai utilisé tel package de machin, des modèles linéaires généralisés mixtes avec des effets aléatoires, des effets de groupe, des données groupées, tout ça. Et voilà le résultat. Et moi, je vais vous dire la vérité. Donc bon, nos étudiants... Alors je me suis dit, non, là, il y a un problème d'esprit critique, évidemment. Comme en dehors de ça, dans mes loisirs, c'est un truc que j'aime beaucoup, là je me suis dit, je vais travailler là-dessus. Et puis il y a eu le Covid, donc il y a l'échec, il y a la maladie, enfin c'est une tragédie, hein, vous savez. Et à un moment donné, je dis non, ça suffit, je renverse la table parce que je fonctionne, comme beaucoup de mes collègues, selon un dogme. Mais c'est un dogme qui est un dogme implicite, ça n'est jamais dit. C'est les pires, hein. Ça fait partie du décor, vous ne voyez plus rien, c'est l'eau pour le poisson. Le poisson ne peut pas vous dire ce que c'est que l'eau, il vit dedans, il n'y a rien d'autre que l'eau, hein, a priori, donc... et puis d'ailleurs, demander à un poisson, vous verrez, il ne vous dira pas hein, ce que c'est que l'eau. Donc, bon. Et alors je me suis dit, je vais renverser la table et je vais réfléchir. Alors pour réfléchir, donc, comme quelque part j'essaie d'être scientifique depuis 30 ans, je me suis dit, bon, il faut que je fasse attention, il y a un cadre théorique auquel je ne connais rien et auquel mes collègues donc, ont commencé ils ont commencé à expliciter, qui est très intéressant. Essentiellement, le cadre théorique de la pédagogie, c'est beaucoup de psychologie. Bon, ouais. Et puis ensuite, pour la science, il y a un dispositif expérimental, ça c'est ce que je vais faire. Alors, je n'ai pas de moyens et tout, donc j'ai juste ma classe. Je vais inventer un dispositif expérimental et après, il y aura théoriquement l'évaluation. Donc pour être bien évalué, il faut être évalué de plusieurs points de vue. Il faut être évalué du point de vue, on va dire, rationaliste, c'est-à-dire du point de vue des théories, et je ne dis pas simplement des hypothèses, mais des choses qui ont été construites avec des savoirs établis, testés, etc., antérieurement. Et puis, il faut aussi se soumettre à l'expérience, donc faire ce dont ils ont parlé, c'est-à-dire des essais randomisés, etc. Et le problème, c'est que la source de variation dans les résultats obtenus par les apprenants, les sources de variation sont en nombre considérable. Je veux dire, il n'y a pas que celui qui enseigne, il y a la classe, il y a la classe de l'origine, il y a la psychologie individuelle, etc. Donc c'est incroyable, quoi. Et puis le type de cours qu'on essaye, le type de savoir, et toutes les intelligences multiples et tout ça. Donc c'est très compliqué, il faut faire du travail statistique. Moi je ne vais pas vous... Donc les hypothèses sur lesquelles je me suis fondé, en parfait candide, j'ai regardé, hein, d'ailleurs, cité par André, là, il y avait dans l'encyclopédie des sciences de l'apprentissage, etc., il y avait l'apprentissage est un changement. Alors je dis un changement, je percute, relativement permanent, il faut que ça dure plus de 5 minutes, on n'est pas dans le monde de Dory, quoique souvent, avec les étudiants, on y soit. Ou avec les vieux enseignants comme moi qui tendent à perdre la mémoire à court terme, des connaissances, oui, d'accord, qu'est-ce que c'est, etc., et du comportement d'une personne dû à l'expérience. Donc, alors, quel changement on souhaite, et à partir de quelle expérience? Il y a
c'est très schématique. Hein. Je demande ici et maintenant à ce que mon dispositif soit critiqué, jugé, passé au tamis de tous les arguments théoriques et sévèrement jugé à la fin. Je le demande solennellement. Donc on essaye d'avoir de la compréhension, on essaye de faire mémoriser, il y a les savoirs, il y a les savoir-faire, alors conceptualiser, comprendre, etc., se représenter le monde, je dirais, pour l'intelligence, se créer une représentation du monde qui est plus ou moins adéquate, plus ou moins opérationnelle. Et puis à partir de quoi, de quelle expérience? Alors il y a plein de dimensions aux expériences, la concentration, l'attention, l'attention qui est dopée un petit peu par le questionnement qui lui provient d'un besoin ou d'une motivation, etc. Bon, la prise de décision, devoir prendre une décision, ça vous oblige à être un minimum concentré. Puis après, il y a la communication avec vos semblables, dans les deux sens, et nous, comme nous sommes des primates, il y a l'imitation toute bête, la répétition, etc. Ok, donc ça c'est un peu de la théorie. Alors il y a avec les garde-fous qu'il faut bien avoir en tête, il y a des régularités, ce que j'appelle des régularités statistiques, des choses qui se rencontrent de façon relativement permanente chez les gens. Bon, par exemple, qu'est-ce qui vous incite à apprendre et qu'est-ce qui facilite l'apprentissage? Donc la motivation fait partie des choses, l'interaction fait partie des choses. On n'a pas trop le temps d'expliciter tout ça, et théoriquement, effectivement, il faut prendre connaissance de ces théories scientifiques, hein, c'est du solide, pour aller chercher des pistes d'expérimentation. Et donc ça, c'est des régularités, mais autour de ces régularités, il y a une variabilité interindividuelle qui est extraordinaire, hein, qui dépend de votre vécu, qui dépend, on a parlé des différentes formes d'intelligence, je n'aimais pas trop le mot, moi je préférais différents types de compétences, parce que l'intelligence, je sais que depuis Sperman, à travers Thurston et compagnie, on a appelé ça l'intelligence, facteur G, l'intelligence générale, etc., mais quand on parle d'un sportif, effectivement, est-ce qu'on va appeler ça intelligence physique ou est-ce qu'on va appeler ça compétence? Donc il y a des compétences intellectuelles, il y a des compétences émotionnelles, etc. Aujourd'hui, de mon point de vue, je préférerais finalement utiliser le mot compétence qui me paraît un peu plus vaste. Alors, bon, donc la variabilité interindividuelle est considérable, et ça oblige l'enseignant à faire attention à tous ses étudiants pour essayer d'avoir le feeling, comme on dit, c'est-à-dire d'être en adéquation dans une communication avec l'étudiant, ce qui n'est possible qu'avec les petits effectifs. Alors, je vais vous présenter un dispositif qui n'est possible qu'avec les petits effectifs. Et c'était une grosse limite. Et ensuite, j'enseigne les maths. Donc, j'enseigne pas la poterie ou autre chose. Donc, c'est pas forcément adapté à autre chose. Donc, il n'y a aucune espèce de généralisation immédiate de ce dispositif. Donc, il faut faire très attention à ne pas dépasser déjà. Jusqu'à quand Jusqu'à midi. Bon, ça va le faire. Voilà, alors classiquement, ça c'est pas mon dispositif expérimental, classiquement, voilà comment ça se passe à la fac, un cours magistral. Un cours magistral, vous avez un tableau, c'est vu de haut, il faut prendre de la hauteur. Vu de haut, vous avez un tableau, vous avez des piétons qui sont assis derrière des tables et qui écrivent, et puis vous avez un prof sur une estrade et vous avez beaucoup, pas complètement, mais beaucoup, une communication unidirectionnelle, qui est la révélation du savoir, la communication du savoir sur le mode révélation de la vérité. Bon, ça évoque un peu la messe. En fait, c'est la messe. Donc vous avez un prêtre qui connaît la vérité, qui vous la révèle. Déjà, j'ai plus beaucoup de cheveux, mais ça se hérisse quand on parle de ça, donc là, je me suis dit, ouais, mais ça fait 20 ans que tu fais ça, pauvre con. Ah oui, ça faisait 20 ans. Donc, les TD, les TD. Regardez, ça change tout. Les TD, souvent c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a demandé aux étudiants de préparer chez eux ce qu'ils n'ont pas fait. Au lieu de faire le taf, ils ont fait la teuf. C'est un peu ça. Et ils sont là pour avoir et noter les solutions de ce qu'on leur balance comme solution à des problèmes qui ne se sont jamais posés et qu'on leur a posés et qu'en fait, ils se posent, ou qu'on les force à se poser le jour du TD. Bon, alors les résultats,
évidemment, hein, quand on voit ça, on se dit, mais quand est-ce qu'ils vont apprendre, ces gens-là? En fait, ils vont apprendre la veille du partiel, c'est-à-dire qu'ils vont faire avec leur cerveau ce qu'on n'ose pas faire avec son estomac, c'est-à-dire prendre tous les repas du mois le même jour. Oui, parce qu'on dégueule, hein, et puis ça n'a pas forme humaine, on n'a rien assimilé, et c'est reparti pour un tour. C'est comme ça que je leur explique, hein, ce qu'ils font avec leur cerveau. Parce que sinon, ils ne m'écoutent pas, alors il faut que je les choque. Alors j'ai changé, donc j'ai réfléchi à ces histoires de faire agir et tout ça, de cours inversés, ça m'avait traversé l'esprit, mais comme c'était des modes, on disait oui, faire du cours inversé, tout ça, moi j'aime pas les modes non plus, très rétif à ça, tout, quand c'est mainstream, c'est la mode et tout. Alors c'est plus du dogme, c'est en train de devenir un dogme, mais c'est quand même une logique de troupeau, donc je me suis dit non, réfléchis à partir de zéro. Bon, en fait, c'était bien avant la mode, j'avais déjà commencé à faire ça quand j'enseignais en Afrique, en école d'ingénieur. Alors, l'esprit critique, oui, c'est la messe, enfin la messe et l'esprit critique, ça marche pas bien ensemble. Donc moi, j'ai proposé, je suis en train d'essayer, depuis plusieurs années, des années Covid, enfin, de faire effectivement un dispositif de cours inversé où j'ai enregistré, alors c'est pour tous les cours de master, un master, pour vous mettre ça, master de sciences des données, il y a 25 élèves, c'est 25 étudiants, j'enregistre des clips d'à peu près 20 minutes, sachant que la concentration, au bout de 20 minutes, des clips qui exposent le cours par bloc conceptuel, hein, donc qui sont clairs. Et l'avantage du clip, évidemment, c'est que chaque étudiant peut se le regarder à sa vitesse, il peut faire des retours arrière, et d'ailleurs, au début des clips, je leur dis, allez vous chercher un café d'abord, soyez confortablement installés, avec stylo, feuille, arrêtez, faites des retours arrière, etc., parce que vous êtes maître à bord. C'est plus moi, c'est fini ça. Donc la vitesse uniforme d'apprentissage, évacuée. Après, je ne suis pas là pour répondre aux questions, effectivement, pendant le clip. Donc, ils doivent regarder les clips, je leur dis quels clips regarder avant. Alors, ils disent les clips, voilà, comme sur YouTube, c'est très bien. Bon, oui, ok, ils disent c'est très bien. C'est comme sur YouTube, pratiquement. Ensuite, donc, ça va. Et ensuite, en classe, donc j'ai récupéré toutes les heures de la classe, et qui normalement sont séparées en cours magistral et TD, pour faire ce que vous allez voir, c'est-à-dire on commence par 20 minutes, questions-réponses, échanges avec ceux qui ont regardé ou ceux qui n'ont pas regardé. Des fois, je fais des résumés au tableau, vous savez, on a parlé de ça, machin, etc., dans le clip et tout. 20 minutes sur 3 heures, et ensuite, on ne fait que de la résolution de problèmes. Bon. Résolution de problèmes qui reprennent l'intégralité du cours, avec parfois un angle un peu différent, mais sur un plan opérationnel. Ils sont obligés de faire. Et vous allez voir que faire, il n'y a pas que le faire de chacun devant sa table. Il y a le faire, il y a le mien aussi, hein, bien sûr, parce que sinon je ne sers plus à rien, je m'en vais. Et j'essaie de m'en aller. Voilà le dispositif expérimental. Alors, vous voyez, c'est toujours vu de haut. J'ai une zone enseignant au milieu, là, c'est un no man's land, où j'ai écrit avec une couleur différente. Et puis, vous avez le tableau qui est partagé en deux. Ça exige des grands tableaux. On en fait de moins en moins parce qu'ils préfèrent les écrans. Et ça, c'est calamiteux parce que je n'utilise pas d'écran, moi. Pendant 42 heures de cours, 0 écran, que de la craie, de la matière grise à l'ancienne et rocose. Et il y a 2 équipes. Chaque équipe de 2 personnes. Donc ça fait 4 personnes qui bossent au tableau, ce qui divise le stress par 4 parce que le passer au tableau est un facteur de stress extrêmement démobilisant pour pas mal d'étudiants qui pensent que passer au tableau, c'est passer en jugement. Hein, c'est comme dans The Wall de Pink Floyd, la personne toute seule, puis tout le monde, paranoïaque, tout le monde qui regarde ça en disant c'est toi qui es coupable. Bon, surtout que tu sais pas faire, donc c'est coupable. Déjà, donc. Ensuite, ils sont là pour résoudre le même exercice, les 2 équipes. Chaque équipe, donc vous allez avoir 2 solutions concurrentes du même exercice. Chaque équipe est constitué d'un scribe et d'un consultant, ou d'une scribe et d'une consultant. Le scribe, c'est la seule personne qui a le droit de toucher la craie et le tableau. Pour le consultant, la craie et le tableau sont toxiques, ils n'ont pas le droit. Donc ils sont obligés de se mettre un peu à distance. Et par contre, ils discutent avec le scribe, parce que qui sait, moi, de temps en temps, je vais me promener dans la salle, parce que moi je suis là, vous voyez là, prof, là, il est là. Donc il se met derrière, il regarde, il discute avec les étudiants et tout. Et évidemment, en regardant le tableau,
Et le scribe et le consultant doivent bosser ensemble, mais la personne que je vais aller interroger, qui est responsable de ce qu'elle a écrit, c'est le scribe. Donc le scribe ne peut pas dire j'ai écrit ça parce que l'autre m'a dit d'écrire. Il doit écrire que ce qu'il comprend et tout. Donc il est obligé de demander au consultant à chaque fois. Et les deux équipes ne sont pas en concurrence. Elles ont le droit d'aller causer l'une avec l'autre. Il y a zéro concurrence dans tout ça. En plus, il n'y a même pas de note à la fin, c'est-à-dire que je donne des bonus. Les gens qui sont volontaires, etc., c'est du bonus qui va être additionné aux notes de contrôle continu. Si quelqu'un ne veut pas passer, je vais le faire passer quand même, mais en fait, si quelqu'un ne fait rien et tout, eh ben, il aura un bonus qui sera 0, c'est tout, mais c'est pas grave. Donc il n'y a pas à avoir peur. Et ça, je leur dis, c'est cool, je leur dis, au début, vous savez, c'est que du plus. Bon. Et les équipes, je leur dis, si vous êtes coincés, etc., il y a quelque chose qui s'appelle l'assistance, et vous pouvez l'entendre dans les deux sens du terme. Elle vous assiste aussi. Elle assiste à ce que vous êtes en train de faire, mais elle vous assiste. Et moi, je suis là pour les empêcher de dormir en regardant. Et en fait, on a le droit de causer. Au début, je croyais que ça allait être un brouhaha et tout, mais pas du tout. En fait, ils causent 2 à 2, tout ça, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça. Bon. Moi, je surveille ce qui se passe au tableau, je surveille, donc c'est très physique aussi, il faut se balader. Je surveille ce qui se passe au tableau et ce qui se passe un peu sur les tables, et surtout s'il y a des gens qui dorment et tout ça. Puis je leur dis, bon... vous en êtes où? Pourquoi vous écrivez plus, vous savez plus, vous êtes paralysé, tout ça. Bon. Et finalement, alors, je dois dire qu'ils n'ont pas l'habitude. J'ai une dent, mais plus qu'une dent, j'ai tout le dentier, contre ce qui s'est passé avant qu'ils arrivent en master. Parce qu'ils sont formatés pour noter des trucs, pour dire je comprendrai plus tard, donc j'attends qu'il y ait quelque chose qui soit écrit au tableau pour le noter, c'est catastrophique, c'est une tragédie. Et ils sont là le plus passif possible, le plus vite possible. Bon, inutile de dire que j'interdis les téléphones portables, donc le moindre sur la table est confisqué, etc. Ceux qui prennent, ils prennent très bien, ils sont ravis à la fin. Voilà, donc, alors l'intérêt de ça, donc il y a du dialogue. On construit du collectif. Ils apprennent à se connaître et ils discutent ensemble. Ceux qui sont là à dire sur la... je suis pas d'accord, ils apprennent à dire je suis pas d'accord avec ce que tu as fait parce que moi j'ai fait autre chose. Il y en a qui m'appellent dans la classe, regardez, j'ai essayé ça, j'ai pas essayé. Et c'est hyper détendu. Pendant 42 heures, c'est vraiment hyper détendu. Moi je suis un grand stressé, donc j'aime pas être stressé, j'aime pas être en cours, j'aime pas être stressé pour les stresser parce que finalement c'est très communicatif. Donc l'ennemi numéro 1, c'était, bon, on est là pour résoudre des problèmes, alors, par contre, on est exigeant, c'est-à-dire qu'il faut résoudre des problèmes. Il y a des problèmes qui sont posés, il faut les résoudre. Et donc, les deux solutions qui sont en train de se développer, évidemment, on ne va pas les laisser se développer complètement de façon anarchique. Il y a des incohérences qui vont apparaître, il y a des blocages. Là, la zone enseignant, et en fait, j'ai oublié de dire, il y a un avantage aussi, c'est que ceux qui sont à table, ils ne savent pas sur quelle moitié du tableau recopier. À cause des deux équipes. Donc ils attendent. Et il y a souvent des blocages. Et moi, je vais dans la zone enseignant, je vais dans une équipe, dans une autre, en disant « Ouais, vous avez fait ça, mais là, il faut corriger tel truc et tout. » Et puis après, je dis, il y a des moments où c'est pause, freeze. Et là, on fait un point. Donc c'est mon faire à moi, là, parce qu'il y a les fers de tout le monde là-dedans. Et là, c'est mon faire à moi en disant on gèle à un moment donné, faites attention. Vous avez telle chose qui est apparue à gauche, telle chose qui est apparue à droite, j'en ai vu, etc., les copies, voilà. Donc, on est relativement d'accord sur le fait qu'il y a tel outil ou tel produit matriciel, etc. Et là, on explore le concept, on explore un opérateur d'inertie, par exemple. Et puis, on explore sa nature. Voilà, c'est une matrice symétrique, elle symétrique, etc., et elle est positive. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de produire des choses positives. Et elle est reliée à la science des données par le fait qu'elle est en train de capturer ou qu'elle contient des structures de données internes particulières. Donc on essaye. Là, c'est pas que de l'apprentissage par l'application de formules. Il faut expliciter, il faut rentrer dans le fond des choses. J'ai bientôt fini, c'est ça? Conclusion. Oui, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Après la classe, il y a des exercices de complément qui sont proposés, qui ne sont pas corrigés et qui sont à la disposition des étudiants pour l'entraînement personnel. Donc là, on va consolider toutes les choses qu'on a découvertes. Donc j'ai récupéré le temps. Ok, donc tous les faire,
Après, il y a l'histoire de l'évaluation. Pour l'instant, je n'ai que l'évaluation des étudiants, c'est-à-dire les retours oraux, etc. Et aussi, quand même, l'amélioration des notes d'une partie seulement, trop petite. Ça, c'est les plus. Il y a ceux qui jouent le jeu et il y a ceux qui ne jouent pas le jeu. Parce qu'ils ont été entraînés à être totalement passifs pendant toute leur vie scolaire, à appliquer des formules bêtement, à n'avoir aucun esprit critique, donc il est temps de réveiller ces choses-là, à recopier des trucs qu'on apprend par cœur, etc. Et donc cela, le dispositif que j'ai proposé, que je me suis proposé, et qui demande à être évalué, c'était de regarder qui c'est, etc., et de les forcer. Bon, de temps en temps, il y en a qui s'absentent parce qu'ils n'ont pas envie, c'est trop dur pour eux. Alors il faut que je leur écrive des mails en disant « Mais non, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de passer, etc. » Parce qu'il y en a pour qui c'est trop ancré dans leur tête. J'en ai fini. Merci. Merci.